Bon. Alors, je trouve que l'intervention de Sophie et Catherine était vraiment très intéressante sur les distinctions entre haut potentiel, hypersensibilité et difficulté de gestion émotionnelle. Effectivement, ça permet de un peu plus clarifier les choses et puis surtout d'insister sur l'importance de l'analyse de la demande voilà, en consultation, que ce soit autour du haut potentiel comme autour de l'hypersensibilité, puisque très souvent, ce que les personnes amènent voilà, va être à analyser, à détricoter pour des fois poser les bons concepts en fait, derrière et pouvoir aider les personnes efficacement au-delà des représentations avec lesquelles elles viennent et des fois même des représentations que nous-mêmes cliniciens nous avons voilà, sur ce qui se passe pour eux et de ne pas hésiter à faire ce travail d'analyse de la demande, de détricotage des choses et puis ensuite voilà, de proposition voilà, de parcours un petit peu adapté ensuite à ce qu'on peut nous évaluer de notre côté. Et donc, je vais rebondir pour vous dire à peu près la même chose, mais un peu différemment, hein, on va dire les choses comme ça, avec ma clinique à moi. Donc là, ce n'est pas de la recherche hein, que je vais vous présenter, c'est vraiment plutôt de la cuisine thérapeutique voilà, et clinique. Voilà, dans le temps qui est imparti, bien sûr, donc avec les limites qu'il a. Je vais souligner aussi, comme Sophie et Catherine, l'importance voilà, de différencier des différences, hein, puisque vous aurez compris avec cette matinée et ce début d'après-midi que nous sommes face à, quand on parle de sensibilité élevée, de haute sensibilité, d'hypersensibilité, de haut potentiel, à deux différences. Mais que ces différences impliquent voilà, des choses différentes, effectivement, et des enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes, notamment dans l'accompagnement, même si elles peuvent se recouper, se retrouver hein, chez les personnes. Donc, de l'art de différencier les différences, et je vais vous parler de l'accompagnement que moi je propose aux personnes à haut potentiel et aux personnes, entre parenthèses, très sensibles, effectivement, puisque la sensibilité est aussi quelque chose qui concerne tout un chacun, et pas uniquement les gens avec une haute sensibilité. Et on va suivre le plan suivant. On va parler très, très rapidement, parce que tout a déjà été dit, bien sûr, de ces deux différences, juste pour enfoncer le clou un petit peu plus, puis ce sera tout. Je pense que vous aurez eu la dose là pour aujourd'hui. Ensuite, je vous parlerai un petit peu d'un modèle qui n'est pas un modèle de définition du haut potentiel, mais qui est plutôt un modèle, un petit outil d'accompagnement qui s'appelle le modèle ISA. Voilà, qui est un modèle que j'ai élaboré avec le discours des personnes, beaucoup, et qui me sert à moi, et qui peut servir à d'autres, pourquoi pas. Et puis, enfin, je vous parlerai de l'accompagnement de la haute sensibilité, puisque voilà, j'aime bien le haut potentiel, mais j'aime beaucoup aussi la haute sensibilité. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui présentent une sensibilité élevée, qu'elle soit ou pas à haut potentiel. Ça fait partie des demandes que j'ai aussi en cabinet. Donc, je vous proposerai quelques jalons thérapeutiques en lien avec l'accompagnement de la haute sensibilité. Donc, on l'a dit, deux différences. Donc, bien sûr, le haut potentiel, la sphère cognitive, jusque-là, ça va. On parlait de la définition minimale, effectivement, de la notion de continuum hein, dans les deux cas. J'insiste sur la rareté du haut potentiel par rapport à la haute sensibilité. On en parlera après. C'est important, effectivement, de se dire que c'est une différence rare. Donc, en moyenne, on dit 2,3% de la population hein, environ, si on se base sur le critère du QI. On en a largement parlé ce matin, plutôt en général facteur de résilience, même si, bien sûr, il y a plein d'éléments individuels, il peut y avoir des difficultés liées aussi à l'intelligence dans le processus thérapeutique. Hein, ça peut être parfois un allié, parfois, au contraire, il y a le côté obscur un petit peu de la force hein, qui peut venir entraver le travail aussi. Et puis, il existe différents modèles, mais ça, on en a parlé tout à l'heure, qui peuvent inclure d'autres voilà, versions. Il y a beaucoup d'écriture scientifique, académique au sujet du haut potentiel. Voilà, c'est un thème qui est très étudié. Et c'est important de le rappeler puisque ces éléments qu'on a de littérature, ils sont quand même assez distincts de ce qu'on entend hein, sur les discours plus grand public ou plus médiatiques. Il y a vraiment une grande dissonance effectivement entre les deux. C'est bien d'aller mettre un peu son nez là-dedans pour voir ce que ça raconte. Et la haute sensibilité, on est dans le domaine de la personnalité. Ça paraît un peu clivé, mais je pense que c'est bien de les présenter un petit peu séparément comme ça. On parlait de sensibilité et de réactivité émotionnelle nettement plus élevée aux stimulations de l'environnement, de nouveau sur le continuum.
Et c'est une différence qui est moins rare, effectivement. Alors là, on n'en est pas du tout au point hein, où on en est sur le QI, enfin sur le HPI, où on a une forme de consensus hein, autour d'une valeur seuil. Là, on n'en est pas là. Mais pour les données que donne Hélène Aron, elle parle d'environ 15 ou 20% de la population qui pourrait être à haute sensibilité. Bon, ça dépend où vous placez le curseur, évidemment, il n'y a pas de consensus là-dessus pour l'instant, mais c'est juste pour vous dire simplement, rappelez-vous, quand vous avez en face de vous une personne qui a une sensibilité élevée, hein, bon, si tant est que c'est vraiment une sensibilité élevée et pas juste des difficultés de gestion émotionnelle, cette personne, la plupart du temps, elle n'est pas au potentiel, puisque statistiquement, ce n'est pas possible. Voilà. D'avoir, on va dire, même, il y a plus de chances qu'elle ne le soit pas plutôt qu'elle le soit. Ça, c'est important de le retenir. Donc, ce n'est vraiment pas un élément d'identification qui soit pertinent en matière de haut potentiel. La plupart du temps, si vraiment on se focalise là-dessus, on se plante. C'est important de le rappeler. C'est un peu brutal, mais voilà, c'est important. De nouveau, là, alors qu'on est dans un facteur de résilience pour l'intelligence, là, ça va être beaucoup plus ambivalent du côté de la haute sensibilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'aime bien dire, c'est pour le meilleur comme pour le pire, hein, c'est-à-dire ce côté, effectivement, à la fois facteur de risque et en même temps de développement en fonction de l'environnement. Il y a une grande dépendance à l'environnement. Et puis, pas de lien, comme on l'a dit, avec le HPI, même si ça peut s'ajouter, bien sûr, au tableau. Et on en a beaucoup en cabinet, puisque c'est une population qui consulte beaucoup plus facilement. Hein, souvent parce que la sensibilité leur cause plus de soucis que le haut potentiel en lui-même, bien sûr, ou que l'intelligence. Alors, maintenant, même si ce sont deux choses différentes, on peut quand même faire des accompagnements en prenant en compte les différentes facettes de la personne. Je vais vous parler un petit peu quand même du modèle ISA et de comment ça peut être intéressant dans le cadre de la pratique avec le haut potentiel. Alors, le modèle ISA, ce n'est pas un modèle, comme je vous disais, de recherche, c'est vraiment un modèle outil dans la pratique clinique qui est basé sur le discours des personnes. C'est surtout à partir des demandes fréquentes qui sont formulées en consultation qu'il a été élaboré. Mais c'était quand même important qu'on n'ait pas une liste avec des caractéristiques à cocher, hein, comme on a dans certains cas, mais que ça puisse épouser un petit peu la diversité des profils, donc nous permettre de penser les individualités, comme le fait Catherine, même si Catherine, c'est un modèle plus d'explication aussi du haut potentiel, de définition. Le mien n'est pas un modèle de définition, hein, mais c'est aussi un modèle d'accompagnement. Alors, l'important, c'était d'avoir des repères un petit peu pratiques pour comprendre, identifier les enjeux d'une situation clinique, aussi d'avoir des leviers d'action, et puis penser l'évolution dans le processus thérapeutique. Ça peut s'adapter à l'adolescent aussi et à l'adulte. Et donc, je suis partie d'enjeux. Alors, il faut savoir que moi, avant d'être psychologue, j'étais philosophe. Voilà, c'est ma formation de base, normalement. Donc, j'ai des réflexes un petit peu de questionnement métaphysique ou un petit peu théorique en lien avec la philo, lié à ma formation initiale. Et je me suis penchée sur des enjeux qui sont universels, mais qui sont peut-être un peu plus sensibles encore quand on a une différence rare, comme le haut potentiel. Et j'ai identifié ces enjeux-là que vous allez rencontrer effectivement chez tout un chacun, mais qui vont être particulièrement aiguisés dans le cadre des consultations. Le premier enjeu, c'est la question « qui suis-je ?» la fameuse, bien sûr. C'est un enjeu de construction identitaire. Et on a de plus en plus de patients qui viennent avec des problématiques identitaires, quelles que soient les questions identitaires qu'ils se posent derrière en consultation. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'intégration sociale. Est-ce que je peux trouver ma place parmi les autres? Où est cette place? Et puis enfin, un enjeu d'accomplissement du potentiel. De quoi est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que je peux espérer en termes de réalisation personnelle et d'inscription avec mes performances? Et ce que je me suis demandé, c'est comment l'intelligence, la très haute intelligence, pouvait influencer ces enjeux majeurs. Voilà. Et ça donne ça. Ça donne un petit schéma avec les trois pôles, les trois enjeux. Et puis, vous voyez que, alors on aurait pu remplacer au potentiel intellectuel par intelligence très élevée, pour garder le côté continu et avoir moins le côté boîte. Mais bon, on peut mettre au potentiel intellectuel aussi. Et il y a des modérateurs qui sont liés au contexte, qui sont la personnalité,
l'environnement, bien sûr, et puis l'histoire de vie, puisqu'on est chacun unique. Et à chaque fois, ça fait une équation qui est différente pour chacun. Vous voyez que les enjeux s'influencent entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont agir les uns sur les autres, bien sûr. La représentation de qui vous êtes va avoir une influence sur la manière dont vous allez interagir avec les autres et trouver votre place, et aussi sur la manière dont vous allez accomplir ce que vous pensez être à vous ou faire partie de vos compétences. Alors, si on se questionne déjà, et puis je reprendrai après sur la question de l'hypersensibilité, on voit bien là, il y a un élément qui est lié à la personnalité, qui peut faire partie des éléments qui vont influencer et qu'il va falloir intégrer dans la compréhension des profils. Quand on parle de construction identitaire, donc ce n'est pas toujours facile quand on présente une différence rare de construire une image qui soit fidèle de soi. Tout simplement parce que notre image de nous-mêmes, on la construit d'abord dans l'interaction avec l'autre, dans la façon dont on nous regarde, mais aussi dans ce qu'on reconnaît comme similarité avec les autres. Et que si dans notre environnement, il n'y a pas forcément ces éléments-là, cette différence qui est représentée, ça va être compliqué de mettre un mot dessus et de l'identifier. D'où ces sentiments parfois de décalage que peuvent ressentir des personnes à haut potentiel. Je souligne que le décalage, c'est bien sûr pas propre uniquement aux personnes à haut potentiel. On peut se sentir décalé pour plein de raisons que l'intelligence. Mais on va se poser la question de savoir, en fonction de l'environnement, comment je vais reconnaître chez les autres ce qui me compose, comment je vais mettre des mots sur cette différence-là, ou sur tout un tas d'autres différences. Mais là, en l'occurrence, on parle d'intelligence très élevée. Et quand cette différence est remarquée, quand elle est pensée, quelle place je vais lui donner dans mon identité? Est-ce qu'elle va prendre toute la place jusqu'à résumer qui je suis? Ou est-ce qu'au contraire, je vais lui donner une place à côté d'autres éléments qui vont composer mon identité? Ça va être toute la question qu'on va se poser face au potentiel et tous les enjeux qu'il y a actuellement face à cette question. On parle souvent d'étiquette. À quel point elle va résumer la notion d'identité, à quel point elle va être explicative de qui je suis. Et donc, ça donne, moi j'aime bien les continuums, vous avez compris, donc un continuum qui peut aller, j'ai repris exprès les mots que vous allez trouver dans la littérature de vulgarisation. Alors bien sûr, c'est pour vous aider à identifier les choses, mais c'est pour et à mettre un petit peu de continuité aussi. Donc, la construction identitaire, on pourrait dire que ça pourrait aller d'un pôle extrême de désidentification, qui serait le fait de ne pas se reconnaître du tout comme intelligent. On en voit comme ça des patients adultes qui, des fois, sont passés toute leur vie à côté de leur intelligence. Ils n'avaient pas repéré que finalement, ils étaient intelligents. Et pour ça, ils ont des scores qui sont exceptionnels, parfois, quand on leur fait passer un test d'intelligence. Mais ils n'avaient pas vu. Alors souvent, c'est parce qu'il n'y a pas que. Les parents n'avaient pas vu, les enseignants n'avaient pas vu, personne n'avait vu, très souvent. Jusqu'à un autre extrême qui serait par exemple le refuge dans l'intelligence. Ça, on en voit aussi des personnes qui sont identifiées, qu'elles aient passé ou pas un test d'intelligence. Il suffit d'être très performant dans le domaine intellectuel pour se reconnaître déjà très intelligent et pour l'investir au niveau identitaire. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas valable uniquement pour des gens qui sont estampillés HPI avec un test. C'est valable aussi si vous accompagnez des gens avec des performances intellectuelles de haut niveau, dans des cursus d'excellence. La question de quel rôle je donne à mon intelligence, elle va se jouer aussi à ce moment-là et à quel point ça occupe ou pas toute la place. Et je rebondis avec ce que disait Sophie tout à l'heure sur les stratégies parfois qu'on utilise quand on sait que l'intelligence, ça fonctionne, quand on a investi ce domaine-là. Du coup, si ça prend toute la place, quelle place effectivement pour les émotions, quelle place pour d'autres parties de soi, et à quel point je peux me montrer souple ou je peux simplement voir que ça existe aussi chez moi, ces autres éléments en dehors de l'intelligence. Voilà. Alors ça, on peut se situer à n'importe quel degré et bien sûr, il va y avoir des enjeux là en matière thérapeutique qui seront d'accompagner vers une position un petit peu d'équilibre d'une certaine façon, à la fois reconnaître mes particularités aussi au niveau de l'intelligence et en même temps pouvoir donner la place aussi à d'autres éléments qui me composent, pour pouvoir penser mon identité singulière. Je passe un petit peu rapidement, effectivement, sur les enjeux. Je ne détaillerai pas trop comme je le fais habituellement. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'adaptation sociale. Cette fameuse question avec laquelle les personnes viennent souvent en cabinet, c'est comment rencontrer des gens qui me ressemblent, comment je fais pour avoir le sentiment d'avoir ma place, finalement.
comment je vais pouvoir avoir l'impression aussi de partager une véritable intimité avec l'autre, hein, parce que la socialisation, ça va à la fois des rapports de socialisation de surface qu'on peut avoir, jusqu'à le partage d'une intimité, le couple, bien sûr, différents niveaux de partage. Et donc là encore, trouver sa place parmi les autres, ça va dépendre de mon environnement. Est-ce que mon environnement est tolérant à la différence? Est-ce qu'il va m'accueillir comme je suis, avec tout ce que je suis? Ou est-ce qu'il va falloir que je masque certaines parties de moi pour être acceptée? Ou en tout cas, est-ce que j'aurai l'impression qu'il faut que je masque certaines parties de moi pour être acceptée? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont éventuellement comme moi, qui vont avoir les mêmes besoins avec lesquels je vais partager, des éléments de similarité ou des centres d'intérêt? Mais ça dépend aussi de la personnalité et des capacités d'adaptation. Vous avez des gens plus ou moins sociables, plus ou moins capables de s'adapter à l'autre, plus ou moins exigeants aussi dans la relation. Et ça, ça va dresser différents profils. Et si vous avez certaines personnes à haut potentiel qui sont très bien intégrées et qui sont acceptées dans leurs particularités, vous en avez au contraire qui peuvent se sentir isolés et marginalisés. Alors bien sûr, nous, en consultation, on voit plus ceux qui sont plus isolés et qui vont avoir une plainte sociale, mais voilà, ce n'est pas toujours le cas. Et quand on est en population générale, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément plus de difficultés sociales que les autres. Et ils sont capables aussi de trouver des pairs, de s'intégrer et d'avoir un fonctionnement social, on va dire, source d'épanouissement. Il y a une grande diversité. Alors, tout en gardant en tête, moi j'aime bien le dire quand je travaille et je parle des adolescents, que la pression d'intégration sociale, de normalisation, elle est très très forte à l'adolescence et que donc les stratégies, elles vont souvent un peu polariser, voilà, à l'adolescence. C'est Amélie Courtinacan qui a fait une recherche sur les adolescents, sur les stratégies des adolescents au potentiel, la construction identitaire notamment, et qui notait qu'ils avaient tendance soit à minimiser, soit à maximiser la différence. Voilà, en polarisant un petit peu les choses dans leur construction identitaire. Donc, ça donne aussi un continuum, comme si, qui va d'un pôle qu'on pourrait appeler de suradaptation, on voit bien ce que c'est le fait de se coller vraiment à l'attente extérieure, à la norme, et donc de se comporter de façon conforme à ce qu'on pense que l'extérieur attend de nous, quitte à masquer certaines différences individuelles qui pourraient être éventuellement mal accueillies, jusqu'à, alors donc du coup, le prix à payer, c'est le masquage, l'avantage, c'est d'être intégré. Ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, il y aurait l'isolement social dont se plaignent certaines personnes. C'est le fait, au contraire, de ne pas arriver à trouver sa place pour différentes raisons au sein de la structure sociale. Mais on peut se situer à n'importe quel degré. Et bien sûr, en thérapie, encore une fois, l'idée, c'est aussi d'avoir en tête que, à la fois, ça va être important de trouver des pairs, cette fameuse demande qu'ont les gens souvent en consultation, mais où ils sont les autres comme moi finalement? D'où l'intérêt parfois pour certains de passer par la case des associations, par aller rejoindre des gens. Alors parfois il y a un phénomène de désillusion, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que même quand ils intègrent des associations, ils sont quand même face à une grande diversité et que même quand on est HPI, on peut très bien pas du tout s'entendre avec quelqu'un ou pas avoir les mêmes valeurs ou pas la même sensibilité, par exemple. Donc vous avez des gens qui passent par les associations un temps, puis qui s'en vont, d'autres qui vont s'investir et qui vont y trouver un sens aussi en termes d'accomplissement et de valeur. Ça peut être une façon effectivement de rencontrer des pairs. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous êtes face à des ados avec des enfants, il y a d'autres façons que les associations pour personnes HPI. Vous pouvez simplement aller dans un club d'échecs. Alors, c'est un petit peu caricatural. Un club de sciences, je ne sais pas. Des choses. Aller faire des maths avec les copains, ça peut être des exemples qu'on peut donner. Mais les centres d'intérêt qui sont en lien avec l'intelligence peuvent être aussi de bons supports de socialisation et de rencontres de pairs. Alors, donc ça, c'est aussi important à garder en tête avec les adultes qui ne se sont pas reconnus comme intelligents, donc qui n'ont pas forcément trouvé dans leur cercle des gens qui leur ressemblaient parce qu'ils n'ont pas forcément identifié leurs besoins et qui donc continuent à avancer avec un sentiment de décalage, y compris à l'âge adulte. Ce n'est pas tous, mais ça peut arriver avec des demandes d'identification sur le tard. Alors, donc l'idée, comme je vous disais, c'est que la vie, elle est faite de situations sociales variées et qu'à la fois, c'est important de trouver du même, c'est important de pouvoir entrer en résonance et en écho avec l'autre, mais c'est aussi important de s'adapter à des situations sociales variées. Ça, on l'apprend à l'école comme dans l'entreprise.
On n'est pas toujours, on ne choisit pas toujours les gens avec qui on est ou on évolue, et on doit pouvoir faire preuve aussi de capacité d'adaptation et d'envisager la diversité. Donc, voilà, c'est avec cette idée-là qu'il est important d'accompagner effectivement les gens, non pas dans les murer dans une différence irréductible en disant vous ne pouvez être compris que par des gens spéciaux qui sont uniquement comme vous et il n'y a que là que vous trouverez votre place, ou vous êtes réduit à une solitude irréductible. Ça, c'est pas super comme facteur d'épanouissement, et en même temps pas leur dire mais arrêtez de la ramener avec votre intelligence, si vous pouviez simplement faire comme tout le monde. Je rigole, mais il y a des fois des choses comme ça qu'on peut entendre. Voilà, l'équilibre se trouve entre les deux finalement, et j'utilise souvent la métaphore pour comprendre qu'on peut avoir sa place même avec une différence, la métaphore du jeu de rôle pour ceux qui en ont fait. Voilà, quand vous partez pour une aventure ou enquête, c'est très bien le jeu de rôle pour accepter la diversité. Parce que si vous avez un groupe où il n'y a que des mages, ça ne marchera pas. Voilà, il faut un guerrier, il faut un mage, il faut un voleur, il en faut plusieurs, parce que quand vous êtes dans une aventure, vous avez besoin de compétences différentes. Voilà. Et que ça vous permet de réussir, voilà, là où le voisin ne peut pas, et d'en faire profiter le groupe. Et le haut potentiel, ça peut être pareil finalement. Vous avez le droit, je vais caricaturer, d'être l'intello du groupe et d'être respecté pour ça, voilà, et de trouver votre place, parce que vous allez résoudre des rébus ou d'autres choses, ou des sudoku, je ne sais pas, quand vous serez face à des épreuves en escape game, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Et donc là, vous aurez une place, vous serez populaire. On peut trouver sa place, même dans la diversité. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu d'accomplissement du potentiel. Ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est aussi au devant de la scène, y compris chez l'adulte. Surtout quand les hautes capacités n'ont pas été découvertes, ou alors à l'issue d'un test de QI où tout d'un coup on se sent capable de tout et on a envie de changer toute sa vie. Voilà, donc ça c'est souvent, j'ai un petit moment là, post-test, oh là là, mais je n'ai pas du tout pris le bon chemin, il faut absolument que je réalise toutes mes potentialités, avec le fantasme que ça peut recouvrir derrière, effectivement, de qu'est-ce que c'est toutes ces potentialités. Donc, c'est bien de rappeler, comme l'avait fait effectivement Sylvie, que la notion de haut potentiel, elle nous permet de nous dire que le destin des potentialités, elle est variable d'un individu à l'autre. Ça peut rester en germe internellement, comme ça peut se révéler à travers des performances exceptionnelles, et que c'est l'enjeu important de la scolarité, ou plus tard du monde professionnel, c'est de révéler les potentialités. Et ça donne un enjeu, encore une fois, qui est un continuum et qui peut aller d'un côté, on va dire, d'inhibition un peu des facultés. Les facultés n'ont pas pu se réaliser à travers des performances exceptionnelles, et un autre pôle qui serait celui de la recherche d'excellence effrénée, où là, on va chercher à réaliser le potentiel dans toutes ses dimensions, voilà, jusqu'au bout du potentiel. Bien sûr, il y a des risques dans les deux cas. L'idée, c'est que voilà, dans un cas avec l'inhibition, vous ne pouvez pas exprimer ce dont vous êtes capable, et dans le cas de la recherche d'excellence, il y a des risques d'épuisement à terme. Et donc en thérapie, ce qui est intéressant, c'est de remplacer la question de l'accomplissement du potentiel par l'accomplissement de soi. Voilà. Et que l'accomplissement de soi, ça ne passe pas nécessairement par l'accomplissement de tout le potentiel dans toutes ses possibilités, notamment intellectuelles. Si vous voulez plus d'informations sur le modèle LISA, vous le trouverez en détail dans Psychologie du haut potentiel, si ça intéresse certains, avec un exemple, un cas clinique. Et je vais vous parler un petit peu plus de l'accompagnement de la haute sensibilité. Je ne sais plus du tout combien de temps il me reste. Est-ce que ça va aller ou c'est juste? C'est juste. Voilà, donc la haute sensibilité, ça peut s'ajouter ou pas au tableau du haut potentiel. Alors la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il faut traiter à tout prix la haute sensibilité? Eh bien non. La haute sensibilité n'étant pas un trouble, il n'est pas forcément nécessaire de la traiter ou de la prendre en charge, puisque c'est une variation individuelle. Alors certes, ça peut être un facteur de risque, mais elle peut être aussi bien vécue, comme le disait Sophie. Et en général, j'ai envie de vous dire, réjouissez-vous d'avoir des patients sensibles, parce que ce sont plutôt de bons candidats à la psychothérapie. Il y a des expériences qui ont été faites là-dessus, sur des programmes de prévention, notamment au harcèlement scolaire ou dans le cadre de la dépression. Et ils auraient tendance à répondre mieux que les autres à cause de la sensibilité à l'environnement. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous disais, pour le meilleur comme pour le pire.
Donc, l'ouverture qu'on peut retrouver chez les personnes sensibles, c'est plutôt un bon allié thérapeutique. Donc, les indications d'accompagnement, c'est quand la sensibilité est douloureuse, quand il y a une mauvaise image de soi en lien avec la sensibilité, un vécu traumatique, un rapport aux autres difficile, enfin des indications comme qu'on les a pour d'autres problématiques. Et je vous propose 3 jalons pour accompagner les personnes à haute sensibilité. Donc, c'est plus court que sur le modèle LISA, ça va aller plus vite. Qui est le premier, d'abord autour de la sécurité, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec quelqu'un qui est insécurisé. Donc, la première chose, la première étape, c'est déjà de rétablir une forme de sécurité. Donc, c'est pour ça que je dis contenir, protéger, réguler. Voilà. La première chose sur laquelle on va pouvoir travailler quand vous avez quelqu'un qui vient et qui est déstabilisé en lien avec sa sensibilité. Mais ils n'en sont pas toujours là, des fois ils n'en ont pas besoin. Il faut avoir des gens qui viennent en consultation et qui sont bien sécurisés, qui n'ont pas forcément de problème de débordement excessif, mais qui viennent pour d'autres raisons. Par contre, le deuxième point, c'est souvent un point qui a travaillé avec énormément de personnes qui ont une sensibilité élevée, c'est la question de la construction de soi. Comment on se construit avec la sensibilité élevée, c'est-à-dire avec une caractéristique qui n'est pas valorisée socialement encore aujourd'hui, et où il y a un regard globalement assez négatif. Et puis ensuite, le troisième point, des fois les gens ils me regardent bizarrement quand je dis ça, mais si, utiliser et épanouir la sensibilité, c'est-à-dire arriver à faire avec et à faire avec pour le meilleur. Alors, contenir, protéger, réguler. Là, on a chacun en tant que thérapeute appris des techniques qui nous permettent effectivement de faire face. Donc là, il n'y a pas de technique forcément consacrée. Il y a ce que vous aurez appris en matière de régulation, notamment des émotions. Ce qui est important, c'est d'amener la personne finalement à pouvoir identifier ses besoins et ses limites. C'est une des choses qu'on va rencontrer très souvent chez les personnes sensibles, c'est que finalement, par désir un petit peu d'épouser la norme, elles vont avoir tendance à ignorer leurs limites. Oh, ben, t'es trop sensible, tu fais des chichis pour rien. Donc, voilà, on dépasse les limites, on ne les écoute pas, on va au-delà. Et ce faisant, on se met souvent en danger, d'un point de vue émotionnel ou simplement du point de vue de la fatigue ou de l'épuisement. Donc, le fait d'identifier ses limites, d'arriver à accepter ses besoins, de mener même un travail autour de l'affirmation de soi, en lien avec les besoins, développer vraiment une meilleure connaissance pour éviter la zone d'hyperstimulation. Moi, j'aime bien utiliser ce petit visuel avec les personnes sensibles pour leur faire comprendre en fait que la plupart du temps, il faut arriver à rester dans une zone de stimulation qui soit tolérable pour les personnes. Alors, cette zone, elle peut changer en fonction du temps, en fonction de l'état dans lequel on est, bien sûr, en fonction de des moments de notre histoire, mais de comprendre que finalement, il faut arriver à rester dedans en fonction de l'intensité des stimulations, de la fréquence, et de mener d'abord un travail effectivement d'observation de soi, à travers ces différents éléments pour mieux repérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se protéger et se mettre sous cloche, mais il y a un premier temps de sécurisation qui est très important avant de pouvoir être sur des phénomènes un petit peu plus de découverte ou d'expérimentation. Donc, je passe un peu vite sur les éléments de régulation émotionnelle parce que ça, je pense qu'on a tous des choses en poche pour faire avec ça. Et je vais insister sur la question de la construction identitaire avec la haute sensibilité. Comme je vous disais, le regard social, il n'est pas toujours tendre, ce qui fait que beaucoup de personnes construisent une image d'elles-mêmes qui est en creux, en lien avec la sensibilité, où on a conscience des défauts, des incapacités, des risques, mais en général, ça s'arrête un petit peu là, avec le sentiment de décalage qui peut venir là au niveau de la sensibilité aussi. Accompagner la construction identitaire, c'est-à-dire dans l'histoire de la personne, quelle place a la sensibilité, à quel point elle l'a reconnue et qu'est-ce qu'elle en fait, est-ce qu'elle l'accepte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en me disant moi j'aimerais être débarrassée de ma sensibilité. Ça va être difficile. Si c'est vraiment une sensibilité élevée liée à la personnalité, certes, on peut travailler la régulation émotionnelle, on peut faire plein de choses, évidemment, pour améliorer le confort, pour être mieux dans sa peau, pour être plus efficace, mais on ne va pas forcément se débarrasser d'une sensibilité élevée liée à la personnalité. Il faut faire avec, la plupart du temps.
Ce qui ne veut pas dire se rigidifier dedans et s'en servir comme une étiquette. Donc, ça, c'est tout le travail autour de la dimension identitaire. Bien sûr, traiter les traumatismes s'il y en a. Je le réinsiste, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important, effectivement. Un enjeu important sur l'image de soi, hein, sur la souplesse et sur les possibilités d'évolution et de changement aussi. Et puis enfin, donc, parvenir à utiliser et épanouir la sensibilité. L'idée, c'est que voilà, la sensibilité, c'est un trait qui peut être adaptatif d'une certaine façon, même si elle a un coût élevé. Et que cette notion-là, finalement, d'adaptation, il va falloir accompagner les personnes dans le fait de trouver une posture plus confortable qui va leur permettre de surfer sur la vague, hein, et de pouvoir faire avec elle. Alors, on parlait de subtilité. Souvent, vous avez des profils plus lucides aussi. Alors que je ne parle pas de lucidité, c'est une lucidité, on va dire, pas ésotérique, hein, bien sûr. Une lucidité simplement de compréhension un petit peu plus fine des choses. Ce sont souvent des personnes aussi qui vont avoir un lien à l'autre qui sera plus intense, qui sera, on va dire, et une capacité à nouer des relations souvent assez intimes. Et vous pouvez vous rendre compte, si vous en accompagnez, que parfois il y a une vraie richesse dans l'établissement des liens, hein, qui peut être possible, et que ça, c'est un vrai support de résilience pour les personnes sensibles, que là, pour le coup, on parlait du fait de trouver des pairs chez les personnes HPI, ça va être très important dans le cadre de la sensibilité aussi pour parvenir à raisonner. De bien sûr découvrir que les émotions, ce n'est pas juste des ennemis ou des choses difficiles à vivre, mais qu'elles ont aussi un pouvoir positif, et là aussi un rôle adaptatif. Que la sensibilité, ça peut être une compétence professionnelle. Je m'adresse à des psychologues. Je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas insensibles. Sinon, c'est compliqué de faire le métier qu'on fait. Hein. C'est aussi une source de compétences ou de connaissances. Et puis, alors je reviens sur la zone de stimulation optimale. Là, donc vous avez l'hyperstimulation, puis vous avez l'hypostimulation en bas. L'idée, c'est qu'en fait, on peut aussi s'ennuyer de trop peu ressentir. Voilà. Et que beaucoup de personnes sensibles vont rechercher et apprécier un certain type de stimulation. Ça vient résonner aussi avec la sensibilité esthétique, qui est un des éléments de la sensibilité élevée, et que ça va être important de s'appuyer dessus comme des ressources aussi dans l'accompagnement pour les aider à développer, hein, en finesse et en subtilité, mais aussi en intensité, la variété du panel émotionnel. Voilà, merci, je crois que là, j'ai bien utilisé le temps. Deux petites choses, la psychologie du haut potentiel, on en a déjà parlé. Et le premier, ma Bible de l'hypersensibilité, c'est celui dont parlaient Sophie et Catherine tout à l'heure. Ça s'appelle hypersensibilité parce que c'est ce que les gens identifient souvent dans le terme, mais derrière, il y a un vrai travail de la notion, effectivement, dedans. Et il y a un double public, c'est-à-dire on peut le conseiller à des gens, à des patients, mais il y a aussi énormément de techniques thérapeutiques dedans, voilà, pour ceux que ça intéresse. Il y a même des petits canevas d'hypnose, voilà, pour ceux qui pratiquent, ceux qui sont hypnothérapeutes. Merci.